Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau webinaire que nous vous proposons. Aujourd'hui, nous allons aborder une rétrospective des évolutions du logiciel Qualitéval en 2023 et je vous présenterai également quelques nouveautés. Donc, je suis Antoine Maître, je suis responsable du développement du logiciel Qualitéval chez Qualitéval. Je serai aujourd'hui accompagné dans le chat par ma collègue Mélanie Gratteau qui pourra répondre à vos questions. N'hésitez pas à lui indiquer dans le chat si vous rencontrez des difficultés, si la qualité du son et de l'image sont bons de votre côté. Merci de nous le confirmer. Si vous le pouvez. Si jamais vous rencontrez des difficultés, voilà, vous avez quelques astuces qui s'affichent à l'écran. Donc, limitez les pages Internet ouvertes, utilisez plutôt des logiciels, des navigateurs type Google Chrome. Voilà, débrancher d'autres appareils qui peuvent ralentir également votre flux. Je vous invite pendant tout ce webinaire donc à échanger avec nous au niveau du chat. Vous avez le bouton en bas à droite de votre écran. Vous pouvez vous présenter. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Je vois que voilà, il y a quelques présentations qui commencent dans le chat. Je vous inviterai à poser tout au long de ce webinaire vos questions dans l'onglet questions, là encore, qui est en bas à droite de votre écran. Ça me permettra à la fin de l'exposé de pouvoir y répondre, peut-être en affichant les questions pour tout le monde. Ça vous permet aussi de voter pour les questions pour lesquelles vous souhaitez avoir des réponses dans cet onglet-là. C'est vrai que ce sera un petit peu plus compliqué d'aller les chercher dans le chat à la fin. Voilà, c'est plus simple si c'est tout rassemblé dans la partie questions. Donc, je vous invite vraiment à poser vos questions dans cette partie-là. Vous pouvez utiliser le chat pour échanger avec nous et vous avez également un bouton réagir au milieu de votre écran en bas qui vous permet de réagir avec des émoticônes pendant la présentation. Donc, comme vous le savez, on va parler aujourd'hui du logiciel Qualitéval. Donc, en complément de ce logiciel que nous éditons, nous sommes également organisme de formation certifié Calliope. Donc, nous proposons un certain nombre de formations, alors que ce soit les formations au logiciel, bien évidemment, mais également des formations et des accompagnements métiers. Donc, n'hésitez pas à solliciter mes collègues du centre de formation pour vous accompagner dans votre quotidien, votre démarche qualité ou la formation de votre personnel sur des formations spécifiques métiers. En plus du logiciel, vous savez que vous avez accès à différents services. Donc, je viens d'évoquer les formations, l'accompagnement, les webinaires. Vous êtes en train d'en suivre un. Il y en a régulièrement, tous les mois, qui sont proposés. Aujourd'hui, je vais l'animer seul. D'habitude, j'ai également des spécialistes qui viennent nous parler de différents sujets. J'y reviendrai lors de ma présentation et je vous indiquerai également le prochain webinaire en fin de webinaire. Vous avez également la newsletter. N'hésitez pas à vous abonner directement sur notre site internet. Vous avez également, au travers de ce site, accès à notre blog, donc différentes informations sur les évolutions du logiciel, sur des évolutions réglementaires qui sont diffusées régulièrement sur ces vecteurs, sur ces médias. Donc, on va commencer directement. Je pense que voilà, les différents retardataires nous ont rejoints et sinon ils rattraperont le train en route. Donc, je vais attaquer avec la rétrospective 2023. Donc, cette année a été une année de transition à deux niveaux. D'une part, pour vous, pour les ESSMS, ça a été la première année des évaluations externes. Donc, évidemment, pour les premiers qui avaient une évaluation sur 2023, hein, je rappelle à tout le monde que les évaluations vont s'étaler. Cette première vague d'évaluation va s'étaler pendant 5 ans. Donc, elle a commencé au printemps 2023. Elle va s'étaler jusqu'à 2027.
donc selon le calendrier qui vous a été transmis par vos autorités de tutelle, hein, ARS ou conseil départemental selon les cas. N'hésitez pas à vous rapprocher d'eux si vous n'avez toujours pas votre calendrier. En général, ils essaient d'aligner les dates avec les dates de signature de ces pommes, donc ça peut effectivement s'étaler dans le temps. Tout le monde n'a pas la même urgence, mais les premiers candidats ont passé leur évaluation externe ces derniers mois. Et on a fait notamment, le mois dernier, c'était l'occasion du webinaire avec ma collègue Nadine Scotto, qui nous a fait un bilan de ses premières évaluations HAS avec un certain nombre de conseils, d'une part sur la préparation de votre évaluation, également sur les retours et l'avis d'un évaluateur externe, puisque Nadine est également évaluatrice externe ou encadre des évaluations externes. Donc, elle a pu vous donner ce regard-là. Je vous invite à aller consulter. Hein. Les webinaires sont tous enregistrés. Ce sera le cas évidemment pour celui-ci également. Vous le retrouverez dans le centre d'aide du logiciel en vidéo si vous voulez le revoir. Si certains de vos collègues n'ont pas pu y assister en direct, c'est toujours possible. Voilà, donc je vous invite à revoir le webinaire du 28 novembre avec Nadine sur le bilan des premières évaluations. Il y avait pas mal d'informations intéressantes et un bilan complet. D'autres évolutions notables cette année, c'est l'arrivée du nouvel outil pour l'analyse des risques infectieux. Donc, au niveau des risques, ça a un petit peu bougé cette année. On s'appuyait, certaines structures s'appuyaient précédemment sur le DARI pour tout ce qui était analyse des risques infectieux. Il y a une nouvelle version plus élaborée, plus aboutie, qui va un petit peu plus loin puisqu'on rajoute la notion de maîtrise dans l'analyse et une nouvelle plateforme très complète qui a été mise à disposition gracieusement par le CEPIAS de Bourgogne-Franche-Comté. Donc, ils ont appelé leur outil le DAMRI, qui est donc la suite du DARI, une plateforme qui a monté en puissance au fil de l'année, qui a été complétée, finalisée au mois de septembre et qu'on a mis en lien directement dans le logiciel QualitéVal. Je vous montrerai ça dans quelques instants. On basculera après sur le logiciel pour que je vous montre les éléments directement dans l'outil. Donc, effectivement, vous avez maintenant un lien direct pour vous connecter sur cette plateforme. Vous avez également différentes ressources qui sont mises à disposition dans le logiciel. Je vous invite également, en parlant des risques et du module de risque, peut-être à aller revoir le webinaire de l'année dernière sur le PAPRIPACT, qui était une nouveauté de 2022 avec une mise en place pour beaucoup pour la première fois sur 2023. Donc le nouveau plan d'action associé au risque professionnel. Voilà, donc n'hésitez pas à revoir, à vous nourrir de ces différentes ressources qu'on met à votre disposition pour vous accompagner dans votre travail. Donc un webinaire sur le PAPRIPAC qui était aussi intéressant à voir. Une année de transition, j'en ai parlé pour les ESSMS, ça a été également évidemment une année de transition pour le logiciel. Alors une partie que vous n'avez pas vue, mais du coup qui a été une partie importante de l'année pour nous, puisque ça a été un travail de longue haleine entre le mois de juin et le mois de septembre-octobre. Ça a été une refonte d'une grosse partie du code source du logiciel. Alors, c'est évidemment des choses que vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas apparaître des nouvelles fonctionnalités. Mais nous, ça nous permet aujourd'hui de travailler sur du code plus moderne, de pouvoir faire évoluer le logiciel également un petit peu mieux et peut-être un peu plus rapidement au fur des années à venir. Alors, c'est un travail qui n'est pas terminé, qui va se poursuivre, qu'on fait en général sur les périodes d'été. Voilà, on essaie de moderniser l'outil également, donc ça se ressent pas forcément par des nouvelles fonctionnalités, mais c'est un gros travail qui a été nécessaire pour nous, voilà, pour anticiper l'avenir de la meilleure des manières. Et pour toute la partie visible, ça a été évidemment depuis 2 ans, suite à la réforme de l'évaluation menée par la HAS, ça a été des gros changements
changements dans le logiciel qui ont été centrés autour de cette réforme. Donc la refonte complète du module d'évaluation avec aujourd'hui un module dans lequel vous retrouvez tous les éléments du manuel et du référentiel HAS, à chaque fois adapté à votre activité, et où on cherche à vous accompagner au fur et à mesure de mieux en mieux. Donc là, notamment, on fait des retours de clients. Certains clients nous transmettent leurs évaluations, on échange avec eux. N'hésitez pas à le faire, à me transmettre vos éléments si vous avez passé une évaluation cette année. Ça permet également de trouver des solutions pour continuer à vous accompagner au mieux sur vos besoins, alors au travers des différents webinaire, je vais y revenir dans la diapo d'après, mais également au travers d'informations complémentaires qu'on peut vous apporter. Je reviendrai sur les différents éléments pour vous accompagner dans ces tâches et les nouveautés qu'on a apportées cette année. Évolution également du module plan d'action, puisque les deux sont directement liés dans la démarche qualité, évidemment. On a tout le volet plan d'action qui s'est recentré sur notamment les critères impératifs et l'accompagnement. Donc, n'hésitez pas à mettre en lien vos actions. Aujourd'hui, c'est évidemment important de pouvoir rendre compte des actions qu'on mène en lien notamment avec les critères impératifs. C'est ce que nous a rappelé Nadine le mois dernier dans son webinaire. C'est une évidence. Le plan d'action qui est lié aux critères impératifs est quelque chose qui est mis en avant et qui est fortement pris en compte lors de l'évaluation externe et par les autorités de tutelle. Donc, pour vous accompagner sur toute cette démarche de préparation de votre évaluation externe, notamment au travers de l'auto-évaluation dans la structure tout au long de l'année ou tout au long des années qui vont précéder l'évaluation externe, puisqu'on peut évidemment se préparer sur la période de 5 ans. C'est le principe de la démarche continue qui a été indiqué dès le début dans la loi de 2002 et qui aujourd'hui est évidemment renforcée ou tout du moins la HAS a remis un zoom, un focus là-dessus avec cette nouvelle réforme. Donc pour vous accompagner, je vous rappelle que là aussi vous retrouvez un certain nombre de ressources disponibles dans les vidéos des différents webinaires qu'on a pu proposer. Donc toujours pareil, dans le centre d'aide du logiciel, vous retrouvez toutes ces ressources-là, avec notamment des informations sur la stratégie à mettre en place pour préparer son auto-évaluation et se préparer au mieux à la survenue de l'évaluation externe, sur certainement ce qui est le point d'entrée pour beaucoup dans ce nouveau référentiel, les critères impératifs. Donc un webinaire au mois d'octobre 2022 où on vous indiquait, on faisait un focus sur l'évaluation de ces 18 critères spécifiquement. Et ensuite, en février de cette année, le webinaire sur le plan d'action, puisque évidemment, comme je viens de le dire, un plan d'action va en découler. On va chercher à améliorer les notes qui ne sont pas à 4 sur 4, puisque, pour rappel, c'est la note attendue minimum au niveau des critères impératifs par les autorités de tutelle aujourd'hui. Et dès qu'on a une note inférieure, il y a des justifications à apporter aux autorités de tutelle et aux évaluateurs. Donc, il est important d'anticiper les choses, de s'y préparer au travers d'un plan d'action. Et lorsque vous avez fait votre auto-évaluation sur ces différents critères, si vous avez des notes inférieures à 4, mettez en place des actions, cherchez à remonter à 4 sur 4 avant votre évaluation externe si c'est possible. Et sinon, ça permettra de montrer que vous avez déjà pris en compte ces éléments et que vous avez déjà planifié des actions d'amélioration sur les différents points qui seraient sur des notes inférieures. On avait également fait un webinaire sur les enquêtes, comment utiliser l'enquête en fait pour se préparer à la méthode du traceur ciblé. Donc évidemment, ça peut être des éléments pertinents et l'implication du CVS dans cette démarche, puisque ça a été renforcé, on le met en avant dans le logiciel. Il y a 10 critères aujourd'hui dans le référentiel qui sont en lien avec le CVS, où on doit faire un entretien avec
avec le CVS, avec des questions spécifiques qui sont portées dans le manuel. Vous retrouvez ça mis en avant dans le logiciel, on va le revoir dans quelques instants. Et on reparlera du CVS un petit peu plus tard dans ce webinaire. Voilà. Donc, au travers de tous ces éléments, ces évolutions, nous, on est assez fiers aujourd'hui de voir ce genre de choses dans les rapports de nos clients. Voilà, un client qui a passé une évaluation externe. Les axes forts, on cite le logiciel QualitéVal. C'est un outil qui est important, qui est valorisé par les intervenants à l'évaluation externe lors de l'évaluation. C'est un point positif à avoir qui vous accompagne. Alors, des axes de progrès, évidemment, la formation du personnel, parce que si on ne sait pas utiliser l'outil, peut-être qu'on va le sous-utiliser, on ne va pas utiliser tous les modules qu'on pourrait, on ne va pas tracer comme il faut. Donc, je vous invite évidemment là encore à prendre contact avec mes collègues si vous souhaitez être formé. Mais déjà, rien que d'avoir le logiciel et de l'utiliser, évidemment, ça peut valoriser les choses et ça peut vous permettre d'améliorer la perception et votre démarche qualité. C'est un outil facilitateur, on l'espère aujourd'hui pour vous. Donc, présentation des différents modules. Donc là, j'ai évoqué des évolutions dans le module d'évaluation, le module d'action. Il y a évidemment d'autres modules qui ont évolué. On va voir ça ensemble tout de suite. Donc, on va basculer sur le logiciel. Voilà. Donc, dans la partie évaluation, puisque c'est le gros... Voilà, nous sommes évidemment déconnectés. On va se reconnecter. Donc, ça a été le gros du travail, comme je vous le disais, depuis 2 ans. Donc, dans cette partie, vous avez maintenant accès à directement une version adaptée à la réforme de la HAS. Donc, si jamais, en vous connectant, vous ne voyez pas ces graphiques radar sur votre évaluation en cours, c'est que vous êtes encore sur l'ancien référentiel qui était proposé précédemment et que vous n'avez pas encore basculé sur le nouveau référentiel de la HAS. Alors, on vous invite évidemment à mener depuis le début de l'année, on invite tous les clients à le faire, même depuis le printemps 2022, à basculer sur cette nouvelle version pour vous préparer à votre évaluation externe dans le même contexte qui sera mené, c'est-à-dire en utilisant le référentiel HAS qui sera utilisé par vos évaluateurs externes. Donc, si jamais vous n'avez pas cette présentation avec ces graphiques radar, c'est que vous êtes sur l'ancien référentiel. Pour pouvoir basculer sur le nouveau, juste un rappel en quelques instants, et je vais vous le faire en direct, on va le faire sur le clic pour pas... Voilà. Donc, il vous suffit d'aller dans la partie rapport. Une fois que le rapport est généré, vous allez l'enregistrer et le générer. Voilà. Donc, ça va me calculer le rapport. Là, c'est en train de générer le PDF et le fichier Word. Et une fois que ce sera fait, voilà, c'est terminé. Je vais avoir ici le bouton de clôture qui va être actif. Ce bouton de clôture, je vais l'utiliser pour clôturer mon évaluation en cours qui va être archivée et que je vais retrouver ici. Et je vais pouvoir évidemment récupérer les différentes informations et consulter mon rapport, les graphiques, etc. si j'ai besoin de consulter des évaluations passées. Et je vais pouvoir ouvrir une nouvelle évaluation vierge. Ça, c'est ce qui va me permettre de basculer de l'ancien référentiel que nous proposions, les référentiels qu'on avait nous-mêmes édités, au nouveau référentiel de la HAS. Ça se fera automatiquement si vous faites cette manipulation et si vous choisissez de démarrer une nouvelle évaluation vierge. J'en profite pour vous transmettre 2 autres informations avant de basculer sur la suite. Vous avez également la possibilité d'importer des données de votre évaluation depuis Sinae. C'est-à-dire que lors de l'évaluation externe, vos intervenants vont utiliser la plateforme Sinae. Vous avez la possibilité de leur demander un export Excel qui est disponible directement depuis Sinae en complément évidemment du rapport que vous allez pouvoir obtenir.
Et vous allez pouvoir, dans le logiciel, importer les données avec cet export Excel et joindre le rapport, qui est souvent un fichier PDF, que vous allez pouvoir stocker. Donc, le but, c'est d'assurer, là encore, de la traçabilité dans votre démarche. Vous allez pouvoir stocker ces informations dans le logiciel et les retrouver, y accéder facilement à tout moment. Ça va également peut-être être pour vous l'occasion d'avoir une base de référence pour des notes et pour votre travail d'auto-évaluation à venir. Vous pouvez également faire le choix eh bien, de repartir sur la suite de votre auto-évaluation précédente, mais quand même avoir accès aux informations de l'évaluation SINAE à tout moment dans le logiciel. Tout ça va vous permettre de mettre en lien derrière, peut-être avec le plan d'action. On verra ça dans quelques instants. Autre chose qui peut être importante, vous avez au niveau du rapport d'activité le besoin chaque année d'avoir un volet lié à votre démarche qualité dans lequel vous devez démontrer l'évolution de cette démarche d'une année sur l'autre. Donc, nous, on vous invite en fin d'année, et donc là, au mois de décembre, c'est assez propice, peut-être début d'année prochaine, dans les premières semaines du mois de janvier, à clôturer votre évaluation en cours, à en ouvrir une nouvelle, cette fois-ci en dupliquant à partir de vos données de l'année précédente, et sur la deuxième année, faire vos modifications. Ceci vous permettra très simplement dans la partie, alors on va basculer sur la partie qui est ouverte, voilà. Après, dans la partie analyse, ça va vous permettre de pouvoir comparer vos notes d'une année sur l'autre. Si vous avez clôturé l'année précédente, ça fera une archive que vous pourrez utiliser pour comparaison par rapport aux notes actuelles. Donc, si vous avez fait des évolutions, vous pourrez facilement, dans la partie analyse, ici, aller sélectionner des années précédentes, les comparer dans les graphiques, faire des exports et joindre ces données à votre rapport d'activité. Alors évidemment, tout ça, on va y revenir. On a un webinaire qui est prévu, je vous donne une petite information en avance au mois de février sur le rapport d'activité, donc n'hésitez pas à vous y inscrire en début d'année prochaine. Donc, comme je le disais, on a une mise en avant du CVS dans le logiciel. Donc ici, un bouton qui vous permet d'avoir accès directement à toutes les informations liées au CVS. Ce qu'on a rajouté cette année, c'est la possibilité d'utiliser les enquêtes également pour interroger les personnes du CVS. Si vous ne pouvez pas les réunir en direct de visu dans une salle, vous avez la possibilité de les interroger à distance. On a un modèle d'enquête qui reprend l'ensemble de ces questions, qui est le modèle d'enquête CVS, que vous pouvez utiliser pour interroger les personnes et ensuite faire la synthèse sur cette page lors de votre évaluation. Et dans la partie évaluée, eh bien, on a cherché à mettre le focus, comme on le disait, c'est souvent le point d'entrée dans le logiciel, dans la démarche d'évaluation et d'auto-évaluation, c'est le focus sur les critères impératifs. Donc, précédemment, vous retrouviez ces critères impératifs identifiés tout au long du référentiel avec le liseré rouge. On a aujourd'hui la possibilité très facilement de se concentrer sur ces éléments en demandant au logiciel de n'afficher que les critères impératifs et à ce moment-là, on n'affiche plus que les objectifs qui contiennent des critères impératifs et ça permet facilement de travailler ces 18 critères. Alors parfois 17, parfois 16 selon vos types d'activités puisqu'il y en a deux qui sont dépendants du type d'activité. Mais voilà, ça vous permet de travailler et de retrouver facilement ces critères. Et évidemment, on peut basculer du référentiel complet aux 18 critères à tout moment pour vous simplifier le travail. Le focus sur ces critères impératifs, on va également le retrouver au niveau du plan d'action puisque on vous a ajouté également ici un filtre prédéfini qui permet de retrouver très facilement les actions liées aux critères impératifs. Là encore, pour pouvoir facilement faire des exports, rendre compte aux autorités, transmettre les informations aux intervenants à l'évaluation externe, ou pour vous également joindre dans votre rapport d'activité.
Donc ici, si on clique, on a directement un filtre qui va reprendre l'ensemble des critères impératifs et qui ne va plus vous afficher que les actions liées à ces critères. C'est beaucoup plus simple que d'aller sélectionner manuellement les différents critères, puisqu'on a toujours du mal à retenir les numéros. Ils sont répartis dans les chapitres 2 et 3, évidemment. Voilà. J'en rappelle, pour ceux qui ne l'avaient pas encore utilisé, vous avez également des filtres prédéfinis en lien avec le PAPRI Pact, donc la partie gestion des risques, que vous retrouvez ici, qu'on retrouve également dans la partie gestion des risques. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces éléments. C'est utile, notamment pour tout ce qui est validation, échange, hein. Là, on arrive en fin d'année. Normalement, vous devez programmer, valider et planifier le PAPRI Pact pour 2024 en fonction de l'évaluation des risques professionnels et du DUERP que vous avez mené sur 2023. Donc, c'est à valider avec le CSE. Normalement, ça se fait au plus tard à la dernière réunion de l'année, donc qui se déroule souvent sur le mois de décembre. Donc, ça peut être utile d'utiliser ce bouton pour facilement retrouver toutes les actions que vous avez listées et programmées sur les années à venir et faire le bilan, la sélection avec les membres du CSE. Au niveau des fiches actions, on a également amélioré le suivi des étapes. Donc aujourd'hui, on est sur des étapes qui sont dynamiques, interactives. Donc vous avez la possibilité de cocher directement les étapes qui sont validées. L'avancement est calculé automatiquement par le logiciel pour vous faire gagner du temps. Donc, ça vous permet d'une part eh bien, de pouvoir facilement, lorsque vous avez plusieurs étapes successives, savoir où est-ce que vous en êtes et que n'importe qui puisse évidemment venir travailler sur les actions et des superviseurs savoir où en est le travail des équipes. Voilà, donc on espère que ça va vous permettre de mieux travailler sur le logiciel. On vous alerte également, puisque dans le cadre du PAPRI Pact, on est obligé maintenant d'indiquer le coût des actions, hein. Vous le retrouvez sur les fiches actions. On a un champ de coût qui est ici disponible. Ça reste facultatif pour la majeure partie des actions. C'est devenu obligatoire pour les actions liées au DUERP. Donc, si jamais c'est le cas, là, ici, si je vais rajouter un lien avec les risques professionnels, eh bien, le logiciel va m'alerter que je dois indiquer un coût. Donc, toujours pareil, on cherche à vous accompagner, à vous guider dans vos démarches. Je ne vais pas enregistrer. Voilà, donc ça, c'était pour les parties évaluation, plan d'action, donc import SINAE, focus sur les éléments du CVS, focus sur les critères impératifs, toujours pareil dans cette démarche de préparation de l'évaluation externe. Au niveau des risques, donc j'ai commencé à l'évoquer tout à l'heure lors de ma présentation, donc tout ce qui est en lien avec le PAPRI Pact dont on vient de parler. En dessous, un nouveau bloc donc associé au risque infectieux. Donc c'est là où je vous indiquais le lien vers la plateforme d'AMRI que je vous invite à utiliser. Voilà, où ils ont fait un travail très complet où on va pouvoir évaluer le risque infectieux sur toutes les dimensions de l'établissement, que ce soit l'hébergement, la lingerie, etc. Différentes fiches thématiques qui sont proposées, des modèles de procédures, de protocoles, etc. Et vous avez pour rappel la stratégie de prévention 2022-2025 au niveau national qui est également directement accessible. En dessous, je vous rappelle également que vous pouvez utiliser des évaluations complémentaires, que ce soit au niveau des risques institutionnels ou des risques usagers. Ça, ce sont des éléments qui seront amenés à évoluer certainement sur 2024. Hein. On va chercher à redéfinir un petit peu le classement pour vous simplifier le travail, vous permettre également de personnaliser ces listes. Hein. C'est une demande qui revient assez régulièrement du terrain. Donc, on va vous permettre de personnaliser ces risques pour pouvoir adapter le logiciel à votre besoin spécifique.
Au niveau des incidents, j'y reviendrai juste après. Et au niveau des enquêtes, donc on a évoqué l'ajout de ce modèle d'enquête pour le CVS. On a également ajouté un nouveau mode de diffusion des enquêtes. Précédemment, on pouvait transmettre nos enquêtes par mail. On pouvait utiliser évidemment de l'enquête papier, faire des enquêtes en face à face. Aujourd'hui, vous disposez également de la possibilité d'utiliser des QR codes. Donc, pour chacune des enquêtes que vous allez définir dans le logiciel, vous aurez un QR code automatiquement généré dans Qualitéval. Donc, vous avez la possibilité de récupérer cette image de QR code et de la diffuser. Alors, ça peut être utilisé de différentes manières. Ça peut être une enquête flash, voilà, pendant quelques jours ou quelques semaines, qu'on affiche dans le réfectoire, qu'on affiche dans la salle commune, qu'on affiche à l'accueil pour demander un avis sur des thématiques précises et quelques questions précises aux personnes. Donc évidemment, on peut répondre à ces questionnaires directement à partir de son smartphone en flashant ce QR code. Ça peut être également l'occasion d'interroger des familles. Donc, si vous leur transmettez des courriers, là, on est en fin d'année, ça va être la période des fêtes et des courriers des vœux en début d'année prochaine. Vous pouvez très bien prévoir une enquête auprès des familles, joindre dans le courrier un QR code à flasher et permettre aux personnes facilement de vous donner leur avis. Voilà, ça peut être utilisé de différentes manières. On peut très bien également laisser une enquête ouverte sur l'année avec un QR code qu'on va utiliser comme ça régulièrement, pousser aux familles ou aux personnes qui passent dans l'établissement, aux usagers également, lorsqu'ils sont autonomes et qu'ils disposent d'un smartphone. Ça peut être l'occasion pour eux de répondre à ces enquêtes voilà, tout au long de l'année. Voilà, donc ça c'était la partie sur les évolutions et la rétrospective 2023. Évolution qui arrive, que je vais vous présenter en avant-première aujourd'hui. Donc, c'est un nouveau module dédié aux plaintes et réclamations. Aujourd'hui, les plaintes et réclamations, on les gérait dans le module incident. C'était pas forcément tout à fait adapté. C'était on avait la possibilité de tracer les éléments et d'utiliser ce module. On a cherché à aller un petit peu plus loin, à pousser le curseur pour coller plus avec la réglementation, puisque aujourd'hui, les plaintes et réclamations font partie des critères impératifs que j'ai évoqués et qu'on retrouve dans le référentiel, puisqu'on a 3 critères impératifs au sein de l'objectif 3.12. Qui sont en lien avec les plaintes et réclamations. Donc l'objectif, c'est d'assurer le recueil et le traitement des plaintes et réclamations. Et donc on a 3 critères. Donc le SSMS organise le recueil et le traitement des plaintes et réclamations. Le SSMS communique sur le traitement des plaintes et réclamations aux parties prenantes. Donc là, on va retrouver évidemment les plaignants, peut-être leurs accompagnants, mais ça peut être également le CVS qui est partie prenante à ce niveau-là. Et les professionnels qui doivent analyser en équipe et mettre en place des actions correctives en fonction de ce qui est remonté. Donc, pour rappel, le traitement des plaintes et réclamations, ça se passe donc sur un schéma qui est défini par la réglementation. C'est pour ça, comme c'était un petit peu différent du schéma de traitement des événements indésirables. Pour rappel, les événements indésirables, souvent, ce sont des professionnels qui vont signaler les incidents ou les EI, EIG. Donc, ça se fait directement dans le logiciel et vous avez déjà le module qui est dédié à ce niveau-là. Au niveau des plaintes et réclamations, on avait besoin de donner un accès à des personnes extérieures qui n'ont pas de compte et pas d'accès au logiciel. Donc, au travers d'un formulaire disponible
disponible en ligne facilement sans besoin de se connecter ou autre, que vous pourrez partager également sur votre site. Et surtout, il y a une séquence de traitement qui est un petit peu spécifique, qui va parfois différer de ce qu'on peut faire au niveau des événements indésirables. Donc le traitement est le suivant, on va avoir une phase de recueil, alors qui peut passer par différents modes. Donc on va le voir, hein, ça peut être récupérer des informations au travers d'un formulaire informatique, donc disponible sur Internet, sur votre site, disponible au travers d'un QR code. Hein, je vous montrerai, on a prévu des QR codes évidemment pour ça aussi. Ça peut être un registre papier qui est mis à disposition dans la structure. Ça peut être de l'information orale qui est transmise aux professionnels. Alors, au niveau de l'information orale, c'est vrai qu'on vous incite toujours à demander aux personnes de passer par de l'écrit parce que c'est bien d'avoir de la traçabilité. C'est vraiment le sens de la démarche et de la réglementation, c'est de pouvoir assurer la traçabilité au niveau des plaintes et réclamations. Donc ça passe souvent par un registre qui va centraliser toutes ces doléances. Et ensuite, on a une phase un petit peu spécifique de traitement. Il y a besoin d'accuser réception de la demande ou de la déclaration sous 48 heures. Donc vous avez un courrier d'accusé réception à transmettre par voie postale ou par email, hein, souvent selon comment la personne vous a contacté. Vous avez ensuite une phase d'analyse, analyse qui va se mener avec les professionnels concernés, peut-être des actions correctives à mettre en place, on l'a vu, hein, selon les cas, est-ce que c'est une plainte, est-ce que c'est une réclamation, quel niveau, quel est le sujet qui est touché, etc. Dans certains cas, l'information au niveau du CVS, c'est obligatoire pour tout ce qui est dysfonctionnement au niveau de la structure, et vous pouvez largement leur donner accès également à l'ensemble des éléments qui sont repris dans ce module. Et vous avez une réponse, alors qui est appelée réponse définitive, une réponse à apporter au plaignant sous 15 jours. Donc vous aurez au travers du module différentes alertes qui vont vous permettre de tenir ces délais. Voilà. Et donc face à cette réponse, évidemment, il convient d'attendre le retour du plaignant pour savoir si la réponse est satisfaisante ou pas. Et en fonction de la satisfaction ou pas au niveau de la réponse, eh bien, on va poursuivre les échanges avec la personne ou on va pouvoir clôturer le dossier si la réponse est satisfaisante. Voilà. Donc ça, c'est un module qui va arriver en bêta, là qu'on est en train de finaliser et de tester, qui arrivera en bêta au tout début de l'année prochaine, puisque dans les premières semaines de janvier, vous aurez accès. On vous laissera une période de bêta pendant quelques semaines ou quelques mois, donc ça vous permettra de tester le module, de nous faire des retours sur cette nouvelle fonctionnalité. Voilà, n'hésitez pas, comme toujours, à nous remonter vos suggestions d'amélioration, vos remarques sur le module, à nous préciser comment est-ce qu'on peut peut-être affiner la spécificité du module à votre activité. Voilà, est-ce que c'est bien pris en compte, etc. Donc, une période d'échange qui va s'instituer avec vous à ce niveau-là. Donc, je vais vous montrer rapidement ce nouveau module. Donc, on a ici. Donc, comme on l'a vu, la première étape, ça va être toute la partie recueil des déclarations. Donc, on va retrouver une présentation voilà, qui n'est pas forcément figée, hein, qui va évoluer dans les prochaines semaines. Mais le but, c'est d'avoir un tableau dans lequel vous allez voir apparaître les différentes réclamations. Vous allez également pouvoir reporter des déclarations qui vous auront été transmises, peut-être en papier, pour pouvoir les centraliser dans le logiciel. Donc, on va pouvoir créer une nouvelle plainte. Vous avez donc les différentes étapes de traitement de vos déclarations qui vont apparaître ici, avec des codes couleurs qui vont vous indiquer si vous êtes à l'approche ou si vous avez dépassé des délais qui sont indiqués dans la réglementation. Donc les codes couleurs vous permettront de suivre ça facilement.
Donc la première phase de recueil, ensuite la prise en compte avec l'accusé-réception, la phase d'analyse et ensuite le courrier de réponse qui entraînera soit une nouvelle phase d'analyse complémentaire, soit une clôture du dossier. Donc évidemment, vous allez pouvoir catégoriser vos plaintes et réclamations. Donc il y a différentes catégories qui sont proposées. Là aussi, n'hésitez pas à nous signaler s'il vous manque des catégories dans toute cette phase de bêta qui sera mise à disposition en début 2024. Nous compléterons tout ça au fur et à mesure de vos retours. Voilà, vous pourrez également indiquer des niveaux de gravité et vous avez les échéances qui sont rappelées directement dans l'outil. Donc là, si on va voir un dossier, ça va se présenter peu ou prou comme ça. Là encore, la présentation n'est pas tout à fait définitive. On va adapter, optimiser l'interface pour que ce soit le plus simple possible et le plus guidant pour vous. Donc on va pouvoir successivement transmettre le courrier de réception, donc le courrier d'accusé de réception. Vous aurez des modèles proposés dans le logiciel, vous pourrez adapter ces modèles pour avoir un courrier type ou tout du moins un modèle de courrier type que vous n'avez plus qu'à adapter pour le transmettre. Donc en général, tout ce qui est plainte et réclamation, si on suit la réglementation, c'est le responsable de la structure qui est en charge de la gestion de ces éléments-là. Alors évidemment, ça peut être délégué à des tierces personnes, mais les courriers sont censés être signés du responsable. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous êtes responsable qualité ou autre, à peut-être impliquer votre responsable d'établissement à ce niveau-là. On a ensuite donc, une fois le courrier transmis, donc on va pouvoir ici retrouver notre courrier. On va pouvoir ensuite passer sur une phase d'analyse avec des champs de commentaires, avec la possibilité d'associer des actions à notre plainte. Alors là, je suis dans le cas d'une plainte, ça pourrait être une réclamation évidemment. Donc on va pouvoir associer des actions directement avec le plan d'action. On va pouvoir joindre des documents, là aussi en lien avec le module document comme vous avez l'habitude. Vous avez la possibilité d'échanger au travers de différents commentaires. Donc là, ça peut être soit dans la période d'analyse des échanges au sein de l'équipe, ça peut être aussi une fois l'analyse terminée ou peut-être le dossier clôturé, de transmettre l'information ou de pouvoir échanger avec le CVS, puisque comme on l'a vu, il y a des besoins d'information aux différentes parties prenantes. Donc ça va passer par les différents courriers avec le plaignant et également peut-être avec des échanges avec les membres du CVS dans l'interface. Et évidemment, le courrier de réponse définitive, là encore, vous aurez des modèles dans le logiciel. Vous pourrez définir également vos propres modèles personnalisés et les réutiliser ou les utiliser comme base au niveau du traitement de vos plaintes et réclamations. Voilà, donc un suivi assez complet, des alertes sur les délais qui peuvent être dépassés ou pas. Si je prends un cas d'une déclaration qui vient d'être faite. Donc voilà, on me rappelle que j'ai encore quelques heures pour envoyer mon courrier d'accusé de réception, également un certain nombre de jours pour traiter mon dossier et transmettre une réponse qu'on espère définitive au plaignant. Une fois que cette phase-là est réalisée, vous avez également accès à une partie d'analyse graphique où vous retrouverez une synthèse de toutes les déclarations sur une période donnée. Donc, comme toujours, je ne l'ai pas montré au niveau je vais revenir au niveau du registre. On a des filtres qui sont proposés. Donc ici, on peut retrouver facilement voilà, les graphiques, toujours pareil, qui sont interactifs avec les différentes informations sur le traitement de nos plaintes et réclamations, que ce soit en termes de respect des délais, que ce soit en termes de répartition des statuts ou derrière la répartition entre le nombre de plaintes et le nombre de réclamations qu'on peut avoir.
Voilà, donc comme je l'évoquais, des filtres qui sont proposés également pour pouvoir facilement retrouver. Alors on espère évidemment que vous ne serez pas noyé sous les plaintes et réclamations, mais s'il y en a voilà, quelques-unes qui commencent à s'accumuler dans votre tableau de suivi, vous aurez des filtres pour pouvoir facilement les retrouver, les trier, les catégoriser et faire des exports, hein. Comme toujours, on vous permet d'exporter vos données, que ce soit au format PDF ou au format Excel directement dans le logiciel. Voilà, c'était un rapide aperçu de cette nouvelle fonctionnalité donc qui arrive après les fêtes, là, au début janvier. On est en train de finaliser les choses. Ça évoluera certainement sur les premières semaines avec vos différents retours, mais voilà, on est heureux de pouvoir vous présenter, vous proposer cette nouvelle fonctionnalité qui, on l'espère, vous accompagnera dans votre démarche sur 2024. Voilà, et autre perspective pour 2024, parce que je sais que ce sont des évolutions qui sont aussi attendues par la communauté des utilisateurs de qualité VAL. On va évidemment passer en revue et faire une refonte d'une partie du module de gestion des documents. Voilà, des remontées assez régulières au niveau des clients sur la possibilité d'ajouter un classement par arborescence. C'est vrai que quand on veut ranger, catégoriser ces différents documents, ça peut être pertinent de pouvoir les classer dans une arborescence par dossier, hein, comme on retrouve sur son ordinateur. C'est bien dans la phase de conception. Ça peut être utile dans la phase de consultation si on sait bien où chercher. Après, ce qui vous est proposé aujourd'hui dans le logiciel, c'était plutôt une démarche par index de documents qui est souvent un petit peu plus puissante pour retrouver des documents lorsqu'on ne sait pas où est-ce qu'ils sont rangés dans l'arborescence. Mais voilà, le but est de vous proposer les deux solutions, les deux vues. Vous pourrez utiliser l'arborescence, vous pourrez utiliser le tableau qui est déjà disponible selon vos besoins. Et voilà, ça permettra de répondre à des demandes régulières de clients dans les derniers mois. On souhaite également optimiser ou tout du moins vous permettre une personnalisation sur la nomenclature de documents qui est utilisée. Aujourd'hui, on utilise une codification qui est imposée dans le logiciel, qui est très pratique lorsqu'on débute sa GED, sa gestion électronique de documents dans le logiciel Qualité VAL. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça peut poser problème dans certains cas si dans la structure, il y a déjà un grand nombre de documents qui est diffusé et qui utilise une nomenclature différente. Donc, on cherche à adapter le logiciel à ce besoin-là pour pouvoir accompagner les clients qui se retrouvaient dans cette situation. Donc, c'est là aussi quelque chose qu'on va travailler sur le début d'année 2024 et qui arrivera, je l'espère, rapidement. Je n'ai pas encore de date à vous indiquer sur ces évolutions, mais voilà, c'est tout le travail qui arrive sur les premiers mois 2024 et j'aurai l'occasion de vous en reparler dans des webinaires à venir. Donc évidemment, on ne va pas se concentrer uniquement sur le module documents sur 2024. Voilà, à plus longue échéance, répartie sur toute l'année, on passera en revue la plupart des autres modules. Je n'ai pas forcément de détails à vous donner aujourd'hui, même si on a des choses qui sont planifiées, mais je préfère garder un effet de surprise sur les prochaines annonces. Voilà. Donc pour l'instant, principalement des évolutions à venir avec le module de plainte en tout début d'année, qui sera suivi rapidement par des évolutions sur le module documents. Et ensuite, bien, tout un tas de petites évolutions et de nouvelles fonctionnalités qui apparaîtront toujours pareil pour vous accompagner sur les différents autres modules. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions sur cette présentation. J'ai essayé de faire un panel assez large entre les accompagnements qu'on peut proposer, qu'on peut retrouver sur les webinaires, les nouvelles fonctionnalités. Donc, je vous propose de balayer les questions qu'on va retrouver. Alors, première question. Existe-t-il
il des statistiques concernant les catégories? Alors, concernant quelle catégorie? Est-ce que, Monsieur Génie, vous pouvez me préciser votre question pour que je puisse y répondre? Quelle catégorie, dans quel module en fait? Voilà, indiquez-moi ça. Je vais passer sur votre autre question. Le nom du résident concerné par la plainte apparaît-il quelque part? Alors oui, effectivement, le nom du résident, de la personne accompagnée qui sera en lien à la plainte pourra être rempli dans la déclaration, notamment si c'est une tierce personne qui déclare, hein, si ce n'est pas directement la personne accompagnée qui est le plaignant ou le déclarant. Ce sera une information qui sera indiquée dans le logiciel pour que vous puissiez évidemment y faire référence et faire la phase d'analyse. Alors, autre question, donc oui, c'est plutôt la suite de la question. Donc, merci pour cette nouvelle fonctionnalité qui va nous éviter de traiter les plaintes et réclamations dans les incidents. Est-il possible de voir le formulaire de déclaration renseigné par le déclarant? Oui, c'est quelque chose que je n'ai pas montré, en effet, alors qui n'est pas forcément tout à fait finalisé, mais je vais vous montrer ça. Voilà, on va rebasculer sur le logiciel. Voilà, donc aujourd'hui, la phase de déclaration se fera au travers de ce formulaire. Alors, comme je l'ai dit, ce n'est pas forcément quelque chose qui est définitif, hein. On a notamment à ajouter des éléments dans le cas où c'est une tierce personne qui va déclarer, hein, c'est par exemple un représentant d'une personne accompagnée qui va faire la déclaration pour pouvoir justement, comme je viens de l'évoquer, indiquer qui est la personne accompagnée en lien, parce que ça évitera de faire des recherches par la suite. Mais voilà, les différentes... alors ça, c'est le formulaire qu'on va pouvoir ressaisir directement dans le logiciel. Et après, en utilisant les liens qu'on peut retrouver directement, donc soit ici, vous aurez un lien que vous pourrez copier, coller, mettre à disposition sur votre site, transférer par mail aux personnes, ou un QR code que vous pourrez utiliser pour accéder à un formulaire spécifique. Donc, si je copie-colle mon lien, voilà, je vais pouvoir accéder cette fois-ci au formulaire qui sera transmis par le déclarant, donc qui est peu ou prou le même. Voilà, on adaptera juste si jamais on reprend un formulaire dans le logiciel, si un professionnel recopie un formulaire, on indiquera juste en plus comment est-ce qu'on a reçu l'information. Est-ce que c'est par mail? Est-ce que c'est un registre papier? Est-ce que c'est par voie orale? Là encore, ce qu'on vous déconseille. Mais voilà, vous aurez ce formulaire complet. J'espère que ça répond à votre question. Alors, autre question. Pouvez-vous revenir sur l'onglet incident si vous avez le temps? Alors, sur l'onglet incident, oui, je pourrais y revenir, même si ce n'est pas forcément le but de ce webinaire. Après, le but, c'est de préciser un petit peu votre question pour que je puisse y répondre. Dans le volet incident, on va pouvoir aujourd'hui traiter tout ce qui est événement indésirable grave. Et dans le volet plainte, on pourra traiter tout ce qui est plainte et réclamation. Dans le volet incident, on va retrouver un traitement similaire, donc la possibilité pour les professionnels de déclarer, de remplir un formulaire de déclaration d'incident, et ensuite pour des responsables de traiter ces dossiers d'incident. Alors, nouvelle question, donc est-ce que le QR code est adapté pour la saisie sur smartphone? Oui, tout à fait, c'est ce que j'ai indiqué. Donc, bien évidemment, vous aurez la possibilité de remplir le formulaire directement sur sur un smartphone, puisque c'est pas forcément vous qui allez le renseigner, mais la personne qui va faire une déclaration pourra utiliser son smartphone pour pouvoir remplir le formulaire, bien évidemment. Et c'est ce que j'évoquais au niveau des enquêtes. On va pouvoir avoir le même principe
avec le QR code associé aux plaintes et réclamations, alors qu'il sera unique pour votre structure, hein, ce sera toujours le même. Donc vous pourrez l'afficher sur votre site web, vous pourrez là aussi le transmettre par courrier aux familles, l'afficher dans l'établissement pour les personnes accompagnées, les résidents. Voilà, vous aurez ces différentes possibilités et ce sera adapté. Alors évidemment, on peut utiliser le QR code. Si vous avez une tablette, un ordinateur avec une caméra et que ça gère les QR codes, vous pourrez également le faire sur ces autres types de machines, mais c'est souvent réalisé sur des smartphones en effet. Alors oui, effectivement, l'écran peut être parfois considéré comme trop petit, mais bon, c'est adapté hein, au niveau du champ de formulaire. Voilà, on a quelques champs à renseigner, un champ de texte. C'est pas quelque chose où l'écran devrait être trop limitant et on a quand même l'habitude de remplir maintenant de plus en plus d'informations depuis son smartphone, hein, que ce soit des achats sur Internet où on a toujours voilà, ne serait-ce que les coordonnées ou autres à renseigner. Le formulaire qu'on va proposer ici sera un peu différent, avec peut-être la possibilité de joindre une pièce jointe, mais voilà, ce sont des choses qui sont assez classiques, qu'on fait déjà régulièrement avec un téléphone, donc je pense que ça ne posera pas de problème. Voilà, on approche doucement de la fin de ce webinaire. Je ne sais pas si il y a encore des questions. Je vais aller regarder dans le chat si jamais on a des questions qui sont revenues. Madame Goulouki, donc est-ce qu'une plainte peut avoir plusieurs catégories indiquées? Alors aujourd'hui, on avait prévu une seule catégorie, mais ce sera à voir justement selon vos retours dans la phase de bêta, si jamais il faut pouvoir utiliser plusieurs catégories, un petit peu comme on peut avoir plusieurs origines au niveau de la fiche action. Ce sera quelque chose qui sera possible de mettre en place. Donc, ne pas hésiter courant janvier lorsque vous aurez accès au module. Donc, vous le verrez apparaître hein, dans votre interface. Vous aurez un affichage dans le logiciel qui vous signalera l'arrivée de ce nouveau module en version bêta. N'hésitez pas à nous faire vos retours, hein, notamment sur ce point, s'il y a besoin d'utiliser plusieurs catégories pour un même cas, ou s'il manque des catégories pour classer les choses. N'hésitez pas à nous le signaler pour qu'on puisse faire les évolutions nécessaires dans le logiciel. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais parcourir un petit peu le chat, mais a priori, on était bon. Alors, je reviens sur la question de Monsieur Génie tout à l'heure, puisqu'il m'a indiqué la précision. Donc, la question portait sur les statistiques sur les plaintes. Alors, je vais reprendre la question. Des statistiques concernant les catégories. Oui, tout à fait. Dans les plaintes, on vous indiquera, on rajoutera des graphiques par catégorie, comme je l'ai indiqué, et qui n'étaient pas présentés également. Graphique de répartition entre le nombre de plaintes et le nombre de réclamations, puisque vous pouvez définir le type de chaque déclaration. Vous pouvez également déclarer qu'une déclaration est sans suite, hein, puisqu'on peut très bien se retrouver avec des questions qui n'ont pas à être tracées dans ce cadre-là dans le registre. Hein, on pourra les éliminer. Ce sera le cas aussi peut-être de certains de vos tests, etc. Je ne l'ai pas précisé, mais vous l'avez vu sur les écrans. Hein, chaque déclaration est numérotée, identifiée avec un numéro unique qui sera incrémental chaque année. Donc, ça vous permettra également, au travers de ces statistiques, des exports qui sont proposés, de pouvoir faire des bilans, peut-être par trimestre ou par année, de vos plaintes et réclamations, tout comme vous avez aujourd'hui accès à des statistiques et à des bilans disponibles au niveau du module d'incident. Voilà. A priori, alors, une nouvelle question. Statistiques des plaintes par service. Alors là, il y aura
Enfin, ce sera peut-être quelque chose à faire remonter, effectivement. Donc là encore, je vous invite, lorsque vous aurez accès au module, à nous faire ce genre de suggestions d'amélioration. Euh, de pouvoir catégoriser ça par service. Aujourd'hui, il n'y a pas forcément le lien direct, mais si c'est quelque chose à ajouter pour vous permettre de faire une analyse plus fine du suivi, ce sera possible. Ce que vous pourrez faire, c'est pour les établissements qui ont plusieurs activités au sein de la licence, vous aurez la possibilité de faire des statistiques différenciées selon les activités, puisque l'activité sera un des critères qui sera repris. Par exemple, si vous avez un IME avec un CESAD intégré, vous pourrez savoir si la plainte ou la réclamation est associée plutôt à la partie IME ou plutôt à la partie CESAD. Voilà. A priori, on n'a plus de nouvelles questions. Je refais un tour. Voilà. On est bon. Eh bien, écoutez, on va pouvoir clôturer ce webinaire. Donc, je vous remercie de l'avoir suivi. Le prochain webinaire aura lieu le 23 janvier. Vous pouvez dès maintenant vous inscrire depuis le centre d'aide du logiciel. On abordera le Conseil de la vie sociale, donc le CVS, avec notamment un focus sur le rapport d'activité du CVS, puisque c'est une nouveauté, parfois méconnue. Voilà, donc je serai associé avec une personne spécialiste de la démarche qualité qui pourra nous apporter son éclairage sur ces nouveaux éléments et donc cette nouveauté du rapport d'activité du CVS qui sera donc à faire en début d'année prochaine en complément du rapport d'activité de la structure. Donc on abordera ça, comme je vous l'ai dit, en février, on abordera le rapport d'activité de la structure et puis évidemment la présentation des nouveaux modules, que ce soit le module de plainte, le module des documents. On prévoira des webinaires pour vous présenter toutes ces évolutions plus en détail, notamment lorsqu'on sera sur des versions finales. Voilà, merci à tous pour votre participation, pour vos questions. Je vous souhaite évidemment de joyeuses fêtes de fin d'année. Profitez bien, soit pour revoir les webinaires que j'ai pu indiquer dans cette présentation, également pour vous reposer en famille. Et on vous donne à tous et à toutes rendez-vous en 2024 donc pour les nouveautés du logiciel et pour la suite de votre démarche qualité. Bonne fin de journée à tous, à très bientôt, au revoir.